Bonsoir à tous et bienvenue dans édition spéciale. Merci donc de nous rejoindre sur L24 News. Plus de 55% en un an, c'est la hausse enregistrée par les importations chinoises de pétrole russe, un bond énorme qui classe désormais la Russie comme premier fournisseur de la Chine en pétrole, détrônant l'Arabie Saoudite. Cela s'explique en partie par la chute des prix du pétrole russe en raison des sanctions visant Moscou par rapport à son offensive sur l'Ukraine. Les raffineurs chinois en ont profité donc pour augmenter leurs approvisionnements en important 8,42 millions de tonnes, soit près de 2 millions de barils par jour, 1,8 plus précisément selon les données de l'administration générale des douanes chinoise citée par Reuters pour tenter de décrypter ce rapprochement économique spectaculaire dans une conjoncture économique semée d'embûches. Nous accueillons aujourd'hui Gamal Abina, expert en questions internationales. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Manuel Pouchelet est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir monsieur, merci de votre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes spécialiste en géopolitique et en questions internationales. Messieurs, nous allons tenter de voir un peu plus clair à ce sujet. Je vous retrouve juste après cet éclairage signé Karim Bouaziz. Une hausse importante et rapide. Une Chine de plus en plus demandeuse en énergie a trouvé un partenaire à la fois proche et pouvant assouvir ses considérables besoins. Rien que le mois dernier, le géant asiatique s'est vu acheminer presque 8,5 millions de tonnes de pétrole russe contre 5 millions l'an dernier à la même période. Une Chine énergivore certes, mais d'un autre côté une Russie qui ne peut compter que sur la puissance chinoise pour échapper à un boycott total. Les messages d'avertissement envoyés par les États-Unis et l'Union européenne à l'endroit de Pékin quant à un éventuel rapprochement avec Moscou n'ont eu que très peu d'effet finalement, avec plus 55% d'importations russes sur un an. La démarche de Pékin qui contraste avec l'attitude des Occidentaux qui tentent de réduire la dépendance aux hydrocarbures russes depuis la guerre en Ukraine. Pour ce qui est des achats du gaz liquéfié russe envers la Chine, c'est plus 54% sur la même période. A contrario des exportations de pétrole russe envers l'Occident en net déclin depuis 100 jours de crise ukrainienne. 3,9 millions de barils contre 3,4 avec l'Union européenne, 0,9 contre 0,1 en direction des États-Unis et du Royaume-Uni. Une chute des échanges énergétiques russes compensée par une augmentation des envois vers la Chine, mais aussi vers l'Inde, qui n'a pas condamné l'opération dite spéciale russe en Ukraine. Pour ce qui est du pays d'Asie du Sud, c'est un bond de 0,1 million de barils vendus contre 0,9 million de barils jour, rien que pour la dernière période du mois de mai. Au-delà de la sphère de l'énergie, tout produit confondu, les importations totales chinoises en provenance de Russie ont augmenté durant le mois dernier de 80% sur un an pour atteindre 11 milliards de dollars. Pékin, cet allié donc stratégique de Moscou, qui non seulement refuse de condamner cette dernière, mais rejette la faute des opérations en Ukraine sur les États-Unis et l'OTAN. Retour à vous, messieurs. Donc, on l'a vu, après le déclenchement du conflit en Ukraine et du parti pris par les Occidentaux, on a tenté d'isoler économiquement la Russie, histoire de l'affaiblir. Or, ce pays devient aujourd'hui le premier fournisseur du plus grand importateur mondial de pétrole. Gamal Abina, tout d'abord, cela vous surprend-il ? Non, c'est pas surprenant. Il se passe un chambardement économique et mondial et géopolitique et géoéconomique d'ailleurs. Oui. C'est entre deux systèmes qui sont deux blocs opposés. Les Russes, pendant des années, ont tenté de composer avec l'Occident et jusqu'en 2007, Poutine était prêt même à rentrer dans la commission, enfin dans le système économique européen. Donc, il était même prêt à rentrer dans l'OTAN en tant qu'associé. Il était prêt à sécuriser les frontières. Il a fait beaucoup de compromis, puis quand les Américains ont commencé à montrer qu'ils n'étaient pas tellement amicaux, ils ont déployé des missiles qui prétendaient vouloir être adressés aux risques moyen-orientaux, style Daesh et autres. En vérité, c'était les Russes qui étaient encore une fois en ligne de mire. Donc les Russes ont commencé à reculer des accords d'association avec l'Europe. Ils ont commencé, même si c'est déjà très intégré, ils ont commencé à reculer évidemment
notamment par rapport aux questions sécuritaires. L'OSCE qui n'a pas tenu sa parole sur les accords de Minsk, par exemple, c'est un petit peu long, on va pas revenir là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, les Russes ont compris qu'ils étaient en danger et en même temps, et c'est le plus important, n'ont pas joué leur partition sans avoir un plan B. Et le plan B, c'est ce fameux rapprochement russo-chinois qui était très inattendu parce que on se souvient que dans les années 70, Mao Tse-tung s'était plutôt rapproché des Américains de Kissinger et s'était écarté de la Chine, de la Russie, parce qu'il y avait un problème de concurrence peut-être entre ces deux grandes puissances, mais surtout idéologique. D'un côté, les Russes qui étaient plutôt une révolution plutôt ouvrière, et puis les Chinois plutôt une révolution qui était basée sur la paysannerie. Donc deux visions du monde un peu différentes. Aujourd'hui, ces questions ne se posent plus. Les Russes et les Chinois se sont rapprochés et politiquement, et c'est très important. Ils font partie des BRICS, c'est important aussi, mais surtout ont compris que le monde multipolaire auquel ils aspirent n'a jamais été envisagé par les États-Unis, qui pendant 30 ans ont fait la loi à travers tout le continent asiatique, américain, sud-américain particulièrement, et puis moyen-oriental. Donc aujourd'hui, effectivement, ce rapprochement économique fait suite à un rapprochement politique et certainement, évidemment, à un redéploiement des cartes à travers le monde, sachant que la Chine est promue à être la première puissance économique d'ici moins de 5 ans. Nous reviendrons plus en détail sur cet aspect, si vous le permettez, Gamal Abina. Manuel Pouchelet, je vous repose la même question. Aujourd'hui, la Russie devient le premier fournisseur de la Chine en pétrole. Est-ce surprenant pour vous ? Rien de bien surprenant. Pour l'instant, l'économie chinoise est encore consommatrice d'énergie fossile, ce qui est moins le cas de l'Europe, qui a commencé à marche forcée, on va dire, sa transition énergétique avec l'appel du pied auprès des consommateurs de prendre des produits, on va dire, électriques. La France est un des acteurs principaux en Europe qui agit en cette faveur. Maintenant, les accords entre la Chine et la Russie, pour combien de temps ? Là, on s'étonne des derniers résultats qui sont publiés. N'oublions pas que, si vous voulez, la Chine sort aussi d'une longue période de pandémie où son économie repart, ce qui aussi accélère un petit peu, si vous voulez, ces chiffres qui nous sont communiqués aujourd'hui, alors qu'il y a encore 2 ans et 1 an, voire quelques mois, ces chiffres étaient encore bien en deçà de ce qui est annoncé aujourd'hui. Maintenant, la Russie, si vous voulez, elle a un avantage clé et un atout par rapport aux autres pays producteurs de pétrole. C'est un des rares pays qui est capable d'acheminer de manière sécuritaire cette ressource, ce qui est très important. Et puis, la Chine et la Russie ont bien sûr une histoire de frontières communes. Donc, si vous voulez, il y a aussi ce projet. On va dire qu'aujourd'hui, les régimes autoritaires que sont la Russie et la Chine, et même on oublie de mentionner l'Iran qui s'invite dans l'équation, puisque l'Iran fournit aussi la Chine, où son économie repart de plus belle, où il faut alimenter tous ces circuits en pétrole. Maintenant, combien de temps cela va durer, on ne le sait pas encore. La Chine, discrètement, accélère aussi sa transition énergétique. Bientôt, de nombreux marchés mondiaux vont être inondés, si je puis me permettre, par des produits chinois qui ont déjà des solutions auto électriques qui commencent à être de sérieux concurrents par rapport aux solutions que nous connaissons actuellement. Manuel Pouchelet, à qui profite le plus ce deal, à la Chine ou à la Russie, puisqu'on dit que le pétrole russe est cédé à des prix plutôt avantageux aux Chinois? Alors là, si vous voulez, la Russie, j'ai l'impression, pratique des prix auprès de ses alliés. On l'a vu avec l'Inde, M. Modi s'en est vanté, à tel point que même M. Modi, le Premier ministre indien, a même l'intention de revendre son pétrole aux Occidentaux, enfin, en margeant assez fort. De toute façon, l'économie russe, il faut, si vous voulez, il faut prendre en compte la chose suivante. Les matières premières, les ressources naturelles, si vous voulez, font partie de cette économie. Pour l'instant, c'est pas une industrie de service, l'économie russe, si vous voulez. Donc c'est très délicat. Pour l'instant, c'est leur seul atout. Combien de temps ça va durer là, il y a quand même une inconnue. En fait, la Russie est en train de démontrer aux Américains quelle est une alternative crédible à leur solution. Ils veulent avoir la main mise à chaque fois sur chacune des solutions concernant les ressources naturelles. Nous avons pu voir les interférences et les interactions et les immixtions que vous avez au Moyen-Orient et également en Amérique du Sud qui sont leurs précarés. Également sous d'autres territoires, ou même aussi vous avez la Turquie qui s'invite aussi maintenant en Méditerranée orientale. Donc tout ça font partie que la Russie, si vous voulez, a la chance de proposer des acheminements stratégiques de ces ressources naturelles qui sont sous la plus haute sécurité, chose que les autres pays et solutions concurrentes ont du mal à fournir en tout cas. Voilà, donc ça profite à la Russie, je vous le confirme. Très bien. Gamal Abina, êtes-vous du même avis? Pas du tout. Il y a plusieurs choses
qui me surprennent dans ce qui vient d'être dit. La première, c'est le fait de dire qu'il y a une transition économique, il y a une transition énergétique en Europe. Les pays européens qui bénéficient à plein, entre guillemets, de cette fameuse transition à l'électrique, donc aux centrales nucléaires, c'est la France. L'Allemagne est en panique littérale, puisqu'elle dépend totalement, quasiment, des approvisionnements. L'Allemagne, permettez-moi, qui vient de réactiver justement ces centrales nucléaires, qui compte réactiver ces centrales nucléaires. Ouais. Ils sont obligés de revenir en arrière parce qu'effectivement, les approvisionnements, c'est chronique, hein, c'est pas d'hier. L'Allemagne, depuis même les années 20, 30, ils ont été jusqu'à faire la guerre à l'Union soviétique pour prendre le pétrole de Bakou. L'Allemagne dépend totalement pour 50% du charbon russe, parce qu'ils produisent encore du charbon, les Allemands, mais surtout quasiment 100% du gaz, du pétrole russe. Alors, c'est pas une question non plus d'approvisionnement. D'abord, les pays européens, pour l'essentiel, ont besoin de ces énergies fossiles. J'ai eu la chance de dîner un soir avec Christophe de Margerie, l'ancien DG de Total, qui nous a quittés, et il expliquait simplement, dans une rencontre qu'on a eu la chance d'avoir, il nous expliquait que le pétrole, tout pétrole, il y en a encore pour 100 ans. C'est quelqu'un qui est un pétrolier qui parle. Il explique qu'on a beau gesticuler et faire tout un tas de choses pour éviter le pétrole. La France travaille avec ses approvisionnements en uranium qu'elle veut sécuriser par le Niger, mais il n'en demeure pas moins que le monde tourne au pétrole et au gaz, et particulièrement au gaz, qui est devenu la denrée la plus importante et qui a d'ailleurs nourri le Qatar. Ensuite, la question des approvisionnements sécurisés, je pense que la sécurisation des approvisionnements par la Russie n'est pas moins importante que celle qui est garantie par, on va prendre le Qatar simplement, l'Algérie ou d'autres pays comme cela, qui ne sont pas en guerre, qui n'ont pas vraiment été impactés. Les pays qui ont été impactés en guerre, c'est surtout l'Irak, la Syrie dans une moindre mesure, parce qu'ils produisent peu de pétrole. C'est des pays comme ça. Mais la plupart des pays du monde qui approvisionnent l'Occident, comme le Venezuela, qui est le principal producteur de pétrole, quasiment en réserve, sont des pays qui n'ont pas de problème de sécurisation. Par contre, effectivement, le redéploiement de la Chine vis-à-vis de son partenaire et allié stratégique, aujourd'hui revendiqué depuis les BRICS d'ailleurs, n'est pas fait par hasard. On voit bien que leur nouvelle route de la soie passe aussi par la Russie, qui vient d'inaugurer un pont qui enjambe le fleuve Amour, qui relie la Russie à la Chine. Tout ça, c'est une réalité qui a complètement changé la configuration géopolitique mondiale, et surtout qui démontre que le vent s'est porté vers l'Est. Maintenant, les puissances sont à l'Est, la production de richesse est à l'Est, la production énergétique est à l'Est, et cette production est garantie par deux grandes puissances nucléaires que sont la Chine, évidemment, et la Russie. Gamal Abina, pensez, dans la conjoncture actuelle, faire affaire avec la Russie est perçu par les Occidentaux comme un soutien direct qui va à l'encontre de leur politique d'isolement. La Chine ne s'expose-t-elle pas à davantage de sanctions en s'affichant ainsi? Si vous voulez un mot très simple qui a été prononcé par le président Biden, qui n'est pas non plus une colombe de la paix, hein, parce qu'on parle beaucoup de régime autoritaire. Le système autoritaire en Occident, c'est le système ultralibéral. Donc, c'est pas des hommes, c'est un système. Oui. Il a dit simplement aux Chinois, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. C'est vous dire à quel point il n'a aucun moyen de pression sur la Chine, bien qu'il ait un problème avec la Chine. Biden a de gros soucis vis-à-vis de la Chine. Il est beaucoup plus radical d'ailleurs que l'était Trump. Mais en vérité, non, la problématique, c'est pas de savoir qui sanctionne qui. Aujourd'hui, les contre-mesures prises par les Russes contre l'Europe font plus de mal à l'Europe que le contraire. Les Américains sont épargnés parce qu'ils bénéficient encore d'une production importante de gaz et de pétrole, bien que le gaz de schiste et le pétrole de schiste soient quasiment à l'arrêt. Mais il n'en demeure pas moins que non, ceux qui voudraient donner le sentiment qu'ils dirigent et sanctionnent sont ceux qui sont minoritaires. Il n'y a que 18% de la part mondiale, donc de l'Occident, qui sanctionne la Russie. 82% du reste du monde, en proportion de population et de superficie territoire, n'est pas du tout dans la sanction de la Russie. Ni l'Afrique, ni l'Asie, ni l'Amérique du Sud. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais étant donné la conjoncture actuelle, notamment en l'occurrence le conflit russo-ukrainien. Vous savez, le conflit soutenir la Russie, c'est une vaste plaisanterie qui a commencé d'abord en Géorgie, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu d'abord le conflit géorgien avec l'Arménie. Il y a eu beaucoup de conflits aux frontières russes qui ont intéressé personne. L'Ukraine, c'est plus important parce que c'est un grenier à blé. C'est très important en termes de production de blé. Et pas seulement, c'est aussi une zone industrielle qui était assez considérable en termes d'armement. Mais l'Ukraine, c'est surtout l'histoire qui est la friction. C'est la pomme de discorde entre les nazis à l'époque et les Russes. Et aujourd'hui, c'est cette même pomme de discorde où on parle de néo-nazis et d'empire russe. En vérité, sanctionner la Russie contre l'Ukraine, c'est juste faire semblant de faire croire qu'on agit. L'Europe n'a rien fait pour aider l'Ukraine, l'a poussée à la faute comme les États-Unis, et ils les ont abandonnés dès le premier jour. Si Zelensky passe son temps à pleurer sur les plateaux TV et dans les différents festivals où il est invité de façon purement symbolique pour avoir des soutiens ou des armements ou n'importe quoi, c'est que vraiment il a compris qu'on l'avait abandonné. Et malheureusement, c'est pas la Russie le problème aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Très bien. Manuel Pouchelet, la Chine risque-t-elle de nouvelles sanctions en s'affichant ainsi et en se rapprochant davantage de la Russie? Non, moi je pense que l'erreur c'est de sanctionner la Chine et la Russie. De toute façon, la Russie est déjà sanctionnée.
Oui, mais si vous voulez, moi je vois pas l'intérêt de sanctionner la Chine, puisque bien sûr c'est aussi un précieux investisseur dans les économies occidentales. Hein, et puis ça reste aussi l'usine du monde, hein, comme certains aiment à le dire régulièrement. Donc moi je pense, non, de toute façon, les sanctions, les régimes autoritaires, moi ce qu'il faut retenir peut-être en 2022, c'est que les régimes autoritaires aujourd'hui sortent les grands vainqueurs de ces tribulations, on va dire, et hésitations occidentales. Hein, de toute façon, aujourd'hui, sanctionner la Chine, ça n'a aucun intérêt. De toute façon, même ceux qui ont voulu sanctionner la Russie sont perdants. Donc, je pense qu'il va falloir composer. Il va falloir composer avec entre guillemets, ce nouvel ordre mondial qui est en train de s'imposer à nous. Il va falloir commencer à réfléchir sérieusement, à changer de stratégie et à revoir notre positionnement. Voilà, c'est tout ce que je peux ajouter. Et de toute façon, la Chine est aussi détentrice de dettes de nombreux pays. Et l'erreur serait qu'elle se casse la figure. Mais bon, attention, il y a quand même eu des mouvements de protestation en Chine avec Shanghai et Hong Kong. Il y a quand même des failles au niveau même de l'immobilier chinois. Donc, faut se méfier un petit peu de tout ce qui brille concernant la Chine. Maintenant, je pense que c'est de toute façon l'objectif de M. Xi Jinping, c'est d'être première puissance mondiale en 2049. Il a décidé de rencontrer cet agenda et il va s'y tenir. Et pour l'instant, il y arrive. Voilà, tout simplement. Monsieur Pouchelet, on voit aujourd'hui que les Européens tentent, ou du moins annoncent vouloir sortir de la dépendance aux hydrocarbures. Or, la Chine fait exactement le contraire en devenant de plus en plus énergivore. Comment expliquer cela ? De toute façon, la Chine, comment dire, c'est un État-continent. Donc, si vous voulez, au niveau superficie, c'est déjà immense. Maintenant, la Chine n'est pas forcément égale. Vous avez une partie industrielle le long des côtes, et puis vous avez aussi une partie rurale qui est quand même très éloignée ce que l'on va dire des solutions modernes et très consommatrices de ressources naturelles. Il y a cet aspect-là qu'il faut également intégrer dans cette analyse. Maintenant, la Chine, elle est encore en train de faire de nombreux sursauts. Mais si vous voulez, c'est une puissance économique de premier ordre et comme je l'annonçais il y a quelques secondes, l'objectif de 2049 pour le centenaire de la création de la République populaire de Chine est d'être première puissance mondiale. Et donc forcément, ça passe par les ressources naturelles. Gamal Abina, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ou plutôt fait allusion à cet aspect-là. On voit aujourd'hui que les Européens tentent, ou comme je l'ai dit, annoncent vouloir sortir de la dépendance aux hydrocarbures. Or, la Chine fait le contraire. Comment l'expliquer ? Elle ne fait pas tout à fait le contraire. Elle accentue ses besoins en hydrocarbures, parce qu'il y a une croissance économique considérable et soutenue. C'est un pays, effectivement, qu'on appelle, pour la coutume d'appeler, l'atelier du monde. Bon, je trouve ça très exagéré, parce qu'ils ont dépassé le stade de l'atelier. Maintenant, ils sont producteurs de richesses nettes, ils fabriquent des industries nouvelles. Enfin, il y a beaucoup de choses en Chine. Mais surtout, la Chine a créé, par exemple, le barrage des Trois Gorges. C'est le plus grand barrage hydroélectrique. Et est en train d'entamer sa transition vers les énergies renouvelables. C'est le premier producteur d'éoliennes, de centrales photovoltaïques. Bref, la Chine est un géant qui est en train de se développer à pleine vitesse. Xi Jinping, le président chinois, a des ambitions qui vont bien au-delà de ses prédécesseurs. Et effectivement, la Chine, qui vient juste d'inaugurer son 3e porte-avions, manifeste maintenant des velléités de domination littéralement mondiale par rapport à son armée, puisque c'est l'armée qui est tentaculaire. Mais la Chine aussi, c'est pas n'importe quoi. C'est d'abord le premier argentier de la planète. C'est eux qui tiennent les T-bonds américains. Ils tiennent la dette américaine à hauteur de 2 000 milliards de dollars. Si demain les Chinois retirent l'argent qu'ils ont mis dans ces fameux bons du Trésor, eh bien le dollar, la dédollarisation du monde sera totale, comme l'avait annoncé d'ailleurs Poutine il y a 2 jours dans son discours d'intronisation pratiquement, j'allais dire, à la renaissance du rouble. Aujourd'hui, la question monétaire est une question qui est centrale. La question monétaire est combinée à la question énergétique, on l'a bien vu, un rouble qui ne fait que s'accroître, un yuan qui reste artificiellement bas pour garantir les exportations, mais surtout 2 puissances humiliées. N'oublions jamais d'où viennent la Russie et la Chine. La Russie a été humiliée pendant toutes les années 90 sous les Helsinki. La Chine a été humiliée à l'époque, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils prennent leur revanche, à l'époque de la reine Victoria, quand ils ont littéralement drogué toute une population à l'époque des guerres de l'opium. Donc tout ça, c'est des choses vous interprétez cela comme une revanche économique sur leurs ennemis de tout temps ? Vous savez, les Chinois ont une mémoire très longue. On les prend pas très au sérieux depuis quelques années. Maintenant, on change d'avis. Ils ont essayé de déstabiliser le pays en 89 avec l'histoire Tiananmen, en utilisant des étudiants chinois pour faire tomber tous les régimes communistes de la Terre. Ça, c'était une première démarche. Ensuite, ils ont essayé d'humilier les Chinois en faisant croire que c'était des copieurs, des copistes.
des gens de mauvaise qualité. Très rapidement, ils se sont rendus compte avec l'arrivée de la haute technologie que les Chinois maîtrisaient. Ensuite, ils n'ont pas cru en la Chine quand on a envoyé son taïkonaute dans l'espace. La Chine investit dans l'espace lourdement, dans les armements de haute technologie, de haute précision. Donc les Chinois prennent leur revanche parce que les Chinois se souviennent qu'ils ont été humiliés. Et Xi Jinping, qui est le fils d'un communiste dur, pur et dur, qui avait été d'ailleurs mis en prison à l'époque du communisme, Xi Jinping a une revanche à prendre lui-même sur sa propre vie et sur sa propre dimension chinoise. Ouais. Gamal Abina, on l'a vu à maintes reprises, le président russe Vladimir Poutine ne cache plus ses intentions, notamment de rompre avec une hégémonie unipolaire sur laquelle trônent jusqu'ici ses ennemis de toujours. Il a d'ailleurs réitéré au Forum économique de Saint-Pétersbourg, Poutine voudrait voir naître un nouveau G8. Cela a-t-il un lien avec le rapprochement avec la Chine ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir, bon, c'est un peu long à expliquer, on n'a pas beaucoup de temps, mais très rapidement, oui, il y a deux systèmes économiques qui s'opposent frontalement. Il y a le système américain ultralibéral et ultra spéculatif qui nous a fait tellement de mal tous les 10 ans, une crise. Je vais revenir en 2008, la crise, le jeudi noir de la bourse, 98, la crise asiatique qui a frappé les économies asiatiques et les Chinois s'en souviennent, 2008, les subprimes, ça n'arrête pas, c'est cyclique tous les 10 ans. Et il y a le système dirigiste d'État qui a choisi, comme les Chinois avec les zones économiques spéciales, d'à la fois allier le dirigisme d'État, donc des grandes institutions d'État et des grandes sociétés qui tiennent l'extraction minière, fer, pétrole et autres, et de l'autre côté, une économie moins planifiée, beaucoup moins planifiée que ça l'était à l'époque du communisme, de gens qui sont devenus des milliardaires en Chine, c'est là où on compte le plus de milliardaires, et qui ont décidé de faire de l'économie de marché sous contrôle. C'est-à-dire qu'un milliardaire chinois peut être mis en prison à tout moment, il faut le savoir, hein. C'est pas la liberté. La Russie aime ce modèle et a tenté de le copier. Donc aujourd'hui, on a deux types d'économies. D'un côté, une économie mixte qui a un aspect social, il y a quand même 1,2 milliard de personnes à nourrir en Chine, et de l'autre côté, une économie ultralibérale, les États-Unis, avec 30 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et un système cyclique de crise. Donc, à choisir entre les deux, les Chinois, je crois, et les Russes ont décidé une alternative économique qui serait un nouveau G8, beaucoup plus équitable par rapport aux populations, et j'en veux pour preuve, ils viennent d'inviter, par exemple, le président Tebboune, là, pour leur prochain sommet de la BRICS. Et c'est pas par hasard qu'on invite Tebboune, parce qu'ils considèrent que Tebboune répond à ces critères qui sont de nouveaux critères économiques. Très bien, je retourne la question à Manuel Pouchelet. Vladimir Poutine, le dirigeant russe, ne mâche plus ses mots quand il s'agit de s'opposer à l'hégémonie, on l'a dit, unipolaire, notamment dominée par les Occidentaux. Les autres dirigeants pourraient-ils suivre la cadence russe ? Je pense que M. Poutine, de toute façon, est, on va dire, est le leader de demain des solutions. Je pense que l'Occident a épuisé toutes ses solutions. On en a vu les limites, hein, comme vient de le dire votre invité. Et de toute façon, aujourd'hui, la Russie tire les avantages de cette crise. Elle confronte, d'ailleurs, comme toutes ces cultures, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie ou d'autres régimes, il y a quand même une confrontation de ces cultures par rapport à l'Occident et surtout par rapport aux contradictions de l'Occident, si vous voulez. C'est ce qui, pour l'instant, fonctionne avec ces pays-là. C'est ce qui contribue à leur réussite. Et je pense qu'on a fait le tour de la question. On parlait du dollar, etc., ainsi que les crises cycliques américaines. Mais aujourd'hui, la Russie et la Chine est un binôme qu'il faut prendre en considération, dont il ne faut pas se moquer, qui de toute façon, d'ici très peu de temps, va réguler l'économie mondiale et de demain. Et également des puissances militaires considérables, où on parle de porte-avions, d'armements nouveaux, etc. Mais bon, comme le disaient les Américains dans les années 70, le porte-avions était le prolongement de leur diplomatie. Maintenant, pour la Chine et la Russie, ce sera d'autres enjeux. Et je pense qu'à défaut d'essayer de satelliser comme ils l'avaient fait dans les années 45-50, je pense qu'il y aura de nouvelles formules et structures que l'on risque de découvrir très prochainement en tout cas. Monsieur Pouchelet, ces nouvelles alliances justement qui se dessinent, ne prendraient-elles pas de court les Occidentaux ? On constate aujourd'hui une perte de vitesse, par exemple, des Américains et des Européens qui dépendent quasi entièrement des matières premières venant d'Afrique et d'Asie notamment. Oui, bien entendu. Maintenant, je pense que de toute façon, la mainmise sur les ressources naturelles est un enjeu stratégique important. Et d'ailleurs, les Européens, les Occidentaux sont obligés d'envoyer, ainsi que les Américains, leurs armées pour assurer les acheminements. Moi, j'en suis témoin puisque je suis ancien militaire, donc je connais parfaitement ces enjeux, si vous voulez. Mais aujourd'hui, de toute façon, aller s'approvisionner loin, sans accord et sans sécurité, ça me paraît difficile
difficile parce que bien sûr, il y a des coûts dont on ne parle pas. On a entendu parler de l'Allemagne qui allait s'approvisionner en gaz au Qatar. Souhaitons bon courage aux Allemands puisque les élongations sont particulièrement grandes et également la situation volatile. Si l'Allemagne n'envoie pas des moyens militaires ou des accords, on va dire, de défense pour acheminer sa ressource, ça va être très compliqué au niveau des tarifs. De toute façon, aujourd'hui, aller chercher la ressource chez l'autre va devenir un enjeu stratégique considérable, d'où la production de matériel militaire, comme on vient de l'entendre avec la production du 3e porte-avions. Mais bon, aujourd'hui, les Chinois ont aussi démontré qu'ils étaient capables de détruire les porte-avions. Alors maintenant, que va être vraiment l'avenir? Voilà, ça va être de s'approprier les ressources par tous les moyens en tout cas. Très bien, Gamal Abina. On constate, comme je viens de le dire, une perte de vitesse des Européens notamment et des Américains sur le continent asiatique et africain. Pensez-vous que les Occidentaux seraient-ils pris de court par cette nouvelle alliance qui se dessine? Tout à fait. Et ce qui se passe, c'est qu'en Asie, bon, ça fait très longtemps que les Américains sont détestés, et pour cause, 3 millions de morts au Vietnam, autant quand ils ont fait la guerre de Corée, 1 million de Chinois tués aussi. Je ne parle même pas des différentes guerres par proxy qu'ils ont réalisées dans la région. Donc effectivement, les Chinois, les Vietnamiens en général, les Asiatiques, peut-être moins les Indiens, ont un rapport de défiance avec les États-Unis qu'on a observé même avec les Indiens d'ailleurs récemment, puisqu'ils ont pas condamné la Russie. Mais il y a effectivement une perte de prestige et de vitesse parce que la politique de la canonnière menée encore jusqu'à les années 90-2000, je veux dire même la Libye récemment encore, cette politique a fait long feu, c'est fini. Maintenant, il y a des pays qui s'opposent à ça de façon frontale parce qu'ils ont eu le sentiment d'avoir été manipulés par rapport à la question libyenne. C'est pas passé. Les Russes n'ont jamais encaissé le fait d'avoir été floués à ce point avec des prérogatives de l'ONU qui ont été outrepassées de loin par des bombardements en Libye. Mais une chose est certaine, c'est qu'on voit bien que le continent qui intéresse le plus le reste du monde, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui est devenue le continent le moins bien exploité et qui a le plus de ressources. Et on voit bien que la France recule pour la question du Mali, on le voit bien un peu partout en Afrique de l'Ouest, là où c'était son précaré. On voit bien que les Anglais commencent à être un petit peu questionnés sur leur positionnement par rapport à leur Commonwealth. Et on voit bien évidemment que les Russes et les Chinois ont décidé d'utiliser une stratégie qui est très intelligente d'ailleurs, qui est celle du partenariat stratégique. C'est-à-dire qu'ils disent, nous arrivons en étant des États qui n'ont pas été coloniaux, nous ne sommes pas colonialistes, nous avons été humiliés nous aussi comme vous, et nous allons travailler avec vous pour vous développer parce que sous la domination occidentale ou sous le néocolonialisme, vous n'avez rien obtenu en 60 ans. Nous changerons la donne radicalement et on se rend bien compte qu'en Afrique, la plupart des grands pays africains aujourd'hui, les investisseurs les plus importants sont les Chinois, suivis par, en termes de défense, les Russes. Merci beaucoup Gamal Abina, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en questions internationales. Je remercie également Manuel Pouchelet. Vous étiez également notre invité aujourd'hui. Vous êtes spécialiste en géopolitique et questions internationales. Messieurs, je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce débat. Restez sur Al24 News. Ne manquez pas le journal en français. Ce sera à 19h avec Nouhad Belkhadem.